Bienvenue au magazine dédié à l'actualité économique et aux mutations stratégiques de notre société. C'est la 4e édition de ce magazine Stratégie. Regardez d'abord en image le sommaire que nous propose Anissé Simo. Forgé au cœur des montagnes, au sein d'une famille de 100 frères et sœurs, il a dû batailler pour exister, pour devenir un leader. Partout où il a été, radio, télé, son étoile a brillé et a laissé une trace. Faire briller la jeunesse, il sait le faire aussi. Artisan de rêve, ce passionné est plus qu'une voix, plus qu'un visage, c'est un label. On l'appelle le président Chop Chop et c'est un master. Lutter pour devenir le meilleur, se battre pour le rester. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite. Au sommaire de votre 4e numéro du magazine des mutations économiques actuelles, le tour d'horizon de l'actualité économique revient tout d'abord sur l'ouverture de la Banque des petites et moyennes entreprises, ensuite le Salon international du transport et de la logistique du Cameroun CITRAC tenu à Yaoundé, mais aussi un compte rendu du 9e congrès des experts comptables du Cameroun. Université du JICAM, 4e assise, nous y étions en juin dernier. Rencontre avec les chefs d'entreprise à la faculté du patronat camerounais pour un chapitre intitulé « L'entreprise offensive ». C'est l'objet de notre reportage. Et le grand reportage pour sa part nous a conduit dans la ville de Douala à la recherche des cas pratiques. Nous avons sélectionné pour vous dans ce premier épisode de notre série sur la question 2 exemples d'entreprises offensives. Camley et Zenith Insurance nous ont ouvert leurs portes. Le portrait de ce mois est celui d'un jeune Camerounais expert financier international. Mamadou Touré a travaillé pour les grandes places financières mondiales à l'instar de la Société financière internationale, la Banque mondiale ou encore BNP Paribas. Vous saurez tout sur ce businessman de la nouvelle génération. Notre invité de ce 4e numéro de stratégie est le professeur Roger Tsafak Nanfosso, coordonnateur scientifique des universités du JICAM. Vous suivrez également dans cette émission un cas de management pour une meilleure gestion des performances individuelles en entreprise et notre revue de la presse économique du mois. Stratégie, 4e épisode de votre rendez-vous économique mensuel. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de Stratégie. C'est la 4e, n'est-ce pas, de ce magazine que nous avons lancé sur l'économie et les stratégies d'entreprise. Notre invité pour cette édition, c'est le professeur Roger Tsafak Nanfosso. Il est agrégé en économie, c'est également le président du CREG, le cercle de réflexion en économie du JICAM ici au Cameroun. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur, merci de m'avoir invité. Merci surtout d'accepter de venir sur ce plateau de nuit à une heure un peu contraignante. Je pense que c'est une émission qui en vaut la peine et les perspectives que vous ouvrez dans le microcosme médiatique de notre pays est une perspective extrêmement intéressante. Alors cette semaine, à Yaoundé, se déroulait une réunion de la CEMAC. Je sais que vous êtes mieux outillé que moi pour en parler. De quoi s'agissait-il et qu'est-ce que vous retenez de cette réunion? C'était une réunion extrêmement intéressante et importante aussi, stratégique, puisque nous sommes dans le cadre de la stratégie. Il s'agit de revoir, si vous voulez, les critères de convergence des zones monétaires en général et de notre zone en particulier, la zone CEMAC. Il y a 2 critères principaux qui sont concernés, c'est la question du solde global, solde budgétaire global, et la question de l'endettement, avec la sensibilité peut-être trop importante qu'a le pétrole dans notre pays. On est en train de réfléchir pour voir comment réformer ces critères-là, étant donné que tels qu'ils sont en ce moment, on peut leur trouver un certain nombre d'inconvénients, en tout cas on peut estimer qu'ils ne sont plus aussi adaptés que cela. Donc l'idée était de les revoir, et on a eu l'opportunité d'avoir des propositions qui nous sont venues non seulement du Fonds monétaire international, mais aussi d'une association internationale basée en France
qui a été mandaté pour cela. Et donc les discussions étaient extrêmement intéressantes et je suis persuadé qu'on va arriver à un consensus qui pourra faire l'affaire pour tous les pays de la CEMAC. Cette réunion nous a en tout cas permis de mettre la main à nouveau sur vous et donc de vous convier à participer à cette émission en tant qu'invité expert, notamment Merci. parce que nous allons, comme on l'a vu dans le sommaire, échanger sur l'actualité économique du mois juin-juillet, on va le dire ainsi, au Cameroun et dans la zone CEMAC évidemment, mais surtout parce que depuis quelques mois, nous sommes sur vos pas. Vous qui êtes, je l'ai indiqué tout à l'heure, président du CREC, je dois le rappeler. Et donc, avec vous, nous allons tout à l'heure voir les universités du JICAM, de quoi est-ce qu'il s'agit, mais également parler, n'est-ce pas, des performances des entreprises, du point de vue de leur compétitivité et de leur recherche de l'excellence. Mais d'abord, je vous invite, professeur, avant de continuer dans notre entretien, à voir ce reportage qui est consacré à l'actualité économique du mois qui vient de s'écouler au Cameroun. Nous y parlons, n'est-ce pas, de cette réunion des experts comptables qui s'est déroulée ici au Cameroun, même à Yaoundé, mais également de l'ouverture très récente, de l'ouverture technique de la Banque des PME. C'est un tour d'horizon que signe pour nous Merveline Tapi. C'est un plaisir de vous retrouver ce mois encore dans le cadre de Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Ouvrons ce tour de l'actualité économique du mois par cette convention signée entre Orange Cameroun et Ecobank. Cette dernière officialise le lancement des transactions financières entre les comptes Orange Money et les comptes bancaires des clients Ecobank. Il est donc désormais possible pour un client Orange Money, par ailleurs titulaire d'un compte dans les livres d'Ecobank, d'approvisionner son porte-monnaie électronique et vice-versa. Le client commun à Ecobank et Orange Money peut aussi, depuis son téléphone mobile Orange, sans se déplacer et en toute sécurité, consulter le solde de son compte bancaire ainsi que les 5 dernières transactions du dit compte. Ceci à partir du code d'accès dièse 150 dièse. Bonne nouvelle également pour les petites et moyennes entreprises. Le paysage bancaire camerounais s'agrandit en leur faveur. La Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises a ouvert ses portes aux investisseurs de ce secteur ce 20 juillet à Yaoundé. Une structure qui s'implante dans un contexte économique où les petites et moyennes entreprises peinent à trouver des solutions de financement et d'accompagnement. La Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises propose une gamme variée de produits, notamment le financement des bons de commande et contrats, des avances sur factures certifiées, des financements facilités garantis à 100%. Elle propose également des cautions sur marché, le financement des commerçants et octroie des crédits aux professions libérales. Du sang neuf donc dans un univers concurrentiel important. Mais à la BCPME, une équipe dynamique dirigée de main de maître par Agnès Ndoumbe-Mandeng se dit prête à relever le défi. On a tenu compte de la situation particulière des PME qui très souvent n'ont pas de documents financiers, qui souffrent d'une faible intensité capitalistique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment de fonds propres. Donc, on a préparé des produits prêts à l'emploi, c'est-à-dire qui ne tiennent pas toujours compte des documents financiers. On tient compte de notre cible de marché qui est assez fragile. Nul doute que la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises aura besoin du savoir-faire des experts comptables pour sa bonne santé financière. Ces derniers se sont réunis du 24 au 26 juin dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. C'était à l'occasion du 9e congrès de l'Ordre national des experts comptables du Cameroun. Un conclave placé sous le thème « La qualité de l'information financière au Cameroun et la normalisation de la comptabilité publique ». Pendant 2 jours de travaux, ces garants de l'économie ont passé au peigne fin tous les contours de la comptabilité publique au Cameroun. Les intervenants venus de nombreux pays d'Afrique ont mis à disposition leur expertise, chacun dans un domaine précis. Objectif : permettre au pouvoir public d'améliorer la qualité de l'information financière produite, donner le ton sur l'exigence de la qualité de l'information transmise par l'ensemble de l'économie pour une meilleure lisibilité pour ce qui est des prévisions économiques et fiscales. La participation des opérateurs économiques à ce 9e congrès de l'Ordre national des experts comptables du Cameroun visait également à établir une relation fiable avec les banques et leur ouvrir les portes du marché financier.
quittons les hauteurs d'Nkolniada pour la cuvette de Warda. Nous sommes à l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé, qui a abrité du 23 au 27 juin dernier le Salon international des transports et de la logistique du Cameroun, Citralc. Lutte contre la congestion portuaire par l'anticipation pour une contribution à l'émergence du Cameroun. Tourisme et affaires, les nouvelles perspectives de la destination Cameroun. Voilà entre autres les thèmes abordés au cours de cette grande messe du transport et de la logistique. Des thèmes forts évocateurs quand on sait que le tourisme à lui seul constitue une mine d'or pour l'économie d'un pays, d'où l'intérêt de booster ce secteur d'activité à travers la valorisation de nos sites touristiques. Sur le continent africain, le tourisme, ça représente 5% du PIB. Au Cameroun, on est inférieur à 4%. Donc on est en dessous de la moyenne du continent, alors qu'on est dans un des pays les plus riches d'un point de vue culturel et naturel du continent. Vous avez tout ce qu'il faut en termes de potentiel et c'est pour ça que je suis là. Moi, j'ai choisi explicitement le Cameroun pour ça. Il y a tout pour réussir, mais les gens n'en ont pas conscience. Et même les gens à l'international, mais nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est de faire découvrir aux Camerounais leur pays. C'est sur cette invitation au voyage que nous mettons un terme à ce tour d'horizon de l'actualité économique du mois. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Alors, professeur Tsafak Danfosso, voilà quelques sujets qui ont retenu l'attention de la rédaction du magazine Stratégie. Est-ce que pour vous également, ce sont des sujets importants? L'ouverture de la banque des PME, par exemple, l'information financière du point de vue de l'expertise comptable? Oui, ce sont des informations extrêmement importantes et qui sont de reste liées d'une certaine manière. Il se trouve que l'un des problèmes de nos entreprises, notamment lorsqu'elles sont petites ou moyennes, c'est la qualité de leur information comptable et financière. Et je pense que cette réunion des experts comptables vient à point nommé pour rappeler l'importance de ce type d'information, notamment pour les entreprises lorsqu'elles ont besoin d'emprunter de l'argent. Et c'est là qu'on en vient à la banque des PME, à cette ouverture technique, que je salue parce que, d'abord, c'était un événement attendu par tout le monde. Comme vous le savez, c'est un des problèmes récurrents quand on discute des obstacles à l'entrepreneuriat dans notre pays. C'est un des problèmes récurrents. Il me souvient qu'en 2009, l'Institut national de la statistique a sorti une enquête qui est restée célèbre, un recensement général des entreprises. Et si vous regardez le listing des obstacles à l'entrepreneuriat dans notre pays, vous allez vous rendre compte que après la fiscalité et la corruption, le troisième obstacle dans notre pays à l'entrepreneuriat, c'est l'accès au crédit. Vous continuez la liste, le septième obstacle, c'est le coût du financement. Donc on a deux problèmes très importants. D'abord, une question d'accessibilité. Ensuite, une question maintenant de coût. Je suis persuadé que tous les opérateurs économiques, notamment qui se trouvent dans cette tranche-là, petites et moyennes entreprises, s'attendent à ce que la banque des PME règle ces deux questions. Mais on parle, professeur, d'une ouverture technique. Est-ce que stratégiquement, c'est un processus... Je pense que l'ouverture technique est un mot qui veut dire ce qu'il veut dire. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que certaines entreprises ont commencé à ouvrir des comptes. Donc, que ce soit une ouverture technique ou pas, on est parti pour la réalisation d'une ambition des gouvernants, à savoir permettre un accès plus facile au crédit, mais surtout réduire le coût du financement. J'ajoute, dernier argument, qui de mon point de vue est un argument fait pour saluer l'arrivée de cette institution, c'est que plus de 60% des crédits octroyés aux PME sont des crédits de court terme. Oui. Or, comme vous le savez, les petites et moyennes entreprises ont besoin de financer leur investissement. Et ce sont des entités qui ont besoin d'un crédit à long terme en fait. Et on se rend compte dans notre pays, on a ce problème. Et je suis persuadé qu'on a bon espoir que la banque des PME là aussi va régler ce troisième problème qui est celui de l'accès à un crédit de longue durée et non pas de courte durée. Professeur Tsafak Danfosso, ce n'est peut-être pas une proposition très importante, mais est-ce que vous qui avez coordonné, n'est-ce pas, la rédaction de cet ouvrage que j'ai entre mes mains, les 100 propositions du GICAM pour émerger, je profite maintenant pour l'annoncer, est-ce que vous auriez mis cela dans cette publication ou... Oui, bien sûr, ça fait partie des 100 propositions que nous avons proposées. Et dans le cadre donc, de cet ouvrage, vous disiez quoi précisément? Alors, c'est un ouvrage qui a permis
de mettre ensemble des compétences, on va dire, pour accompagner les gouvernants dans leur volonté d'émergence. L'idée du patronat était de mettre ensemble un certain nombre de personnes pour réfléchir sur ce qu'il faut faire pour éviter que l'écart ne se creuse entre ce qui est prévu à la fois dans la vision 2035 et dans le DSCE de 2035 aussi, et ce qui se fait en termes réels. Ce qu'on a constaté, c'est que depuis 2009 que les deux documents sont sortis, la vision et le DSCE, il y a un écart, il y a une distanciation entre les taux de croissance du PIB qui étaient prévus dans ces documents et les taux qui sont réalisés. Cet écart pose un problème et a posé un problème au patronat qui a choisi de réfléchir aussi de son côté. C'est l'origine de cet ouvrage. Nous avons donc mis ensemble un certain nombre de personnes et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut proposer pour, ramener la tendance qui est souhaitée par les gouvernants, à savoir un taux de croissance d'un certain rythme jusqu'en 2035. Et nous avons 100 propositions, il y en avait plus, il y en avait 118 ou 120, on a retenu 100 qui nous semblaient les plus pertinentes. Et parmi ces propositions, justement, il y a la question de l'accès au crédit, il y a la question du financement, il y a la question de la durée du crédit pour financer le capital, bien sûr qui sont des questions importantes, mais aussi une des propositions fortes était d'une part la possibilité pour notre pays de favoriser l'émergence d'un commando d'entrepreneurs de haut niveau. Je suis persuadé qu'on va y revenir parce que je pense en vous introduisant sur la question de cet ouvrage, sur l'objet de cet ouvrage 100 propositions pour émerger, c'est bien parce que nous allons tout à l'heure pouvoir suivre un reportage qui s'intéresse à une autre activité du GICAM qui est un prolongement de ceci. Au-delà d'un ouvrage, vous êtes dans l'action au GICAM, il faut le dire ainsi, vous êtes un partenaire du patronat à travers le CREG, on va le dire ainsi. Et le patronat du GICAM aujourd'hui au Cameroun vient d'organiser ce que vous avez appelé les universités du GICAM. De quoi est-ce qu'il s'agissait, professeur? Alors, les universités du GICAM, nous en sommes à la 4e édition, aux 4e assises, comme nous disons. Les premières assises s'étaient interrogées sur la question de l'entreprise efficace. Comment construire une entreprise efficace au Cameroun? Les deuxièmes assises se sont interrogées sur la question de la construction d'une entreprise intelligente. Les troisièmes assises, c'était l'entreprise compétitive. Et là, je dois avouer que nous avions saisi l'opportunité de la conjoncture. Le Cameroun avait signé l'accord de partenariat économique. On se demandait qu'est-ce que ça pourrait coûter aux entreprises, etc. Et on voyait bien qu'il y avait un besoin de compétitivité. Et l'ambition était de donner aux entreprises des ingrédients, si je puis dire, de compétitivité. Les dernières assises auxquelles on vient d'assister portaient sur comment mettre en œuvre une entreprise offensive. Je vous arrête là, professeur, et merci quand même pour ce rappel qui nous permet de connaître les thèmes développés au cours des 3 premières éditions. Pour la 4e, effectivement, autour du thème l'entreprise offensive, thème qui a réuni des patrons d'entreprise et des experts de divers domaines. L'équipe de stratégie a séjourné à Douala. Voici le reportage que nous proposent Arnold Alanissé Simo et Jean-Vincent Tchénéum. Les 4e assises de l'université du GICAM se sont déroulées à Douala à la fin du mois de juin 2015. Elles ont regroupé des responsables d'entreprises de calibres différents. Près de 150 participants ont été édifiés sur des thématiques spécifiques, organisées autour du thème principal, l'entreprise offensive. Tous les orateurs ont convenu qu'une entreprise offensive est celle qui est capable de mettre un accent sur l'anticipation. Une entreprise offensive, une entreprise qui veut initier les opportunités, qui modifie l'environnement parce qu'une entreprise offensive ne s'adapte pas. Ce sont les autres qui s'adaptent à elle. Parce qu'elle crée des produits nouveaux, elle crée une nouvelle façon de faire, elle crée une modification permanente. C'est une entreprise qui est à l'avant-garde de tout. L'importance du développement d'un marché commun régional solide a constitué un des sujets de préoccupation. Le dynamisme des entrepreneurs camerounais qui sont très présents dans tous les pays de la CEMAC est reconnu, mais tout est fait pour décourager cette intégration régionale. Il nous faut des administrations publiques qui, dans tous nos différents pays, des fonctionnaires totalement acquis à l'intégration. Les commerçants en savent quelque chose.
les problèmes auxquels ils sont confrontés au niveau des douanes de nos différents pays, les problèmes auxquels ils sont confrontés sur la route au niveau des frontières, avec les policiers, la gendarmerie. Chacun y va pour sa petite taxe concoctée dans un coin, mais qui souvent n'est prévue par aucun texte. Donc tout cela, ça crée des pesanteurs, des lourdeurs qui retardent l'intégration économique telle qu'on l'aurait souhaité. La situation des infrastructures en Afrique centrale ne favorise pas du tout l'intégration. Les pays de la CEMAC sont essentiellement caractérisés par un manque de coordination dans l'élaboration des plans de développement des réseaux de communication. La solution pourrait être la mise en place d'un programme commun de développement des infrastructures de transport et l'implication du secteur privé dans l'offre de transport routier. Ces efforts permettraient de maîtriser la chaîne logistique au niveau sous-régional et national. Nous, en Afrique centrale, on a vraiment les performances les plus basses. Et donc, c'est un challenge parce qu'il y a des flux de trafic importants en direction du Tchad, avec le Tchad qui se développe, au Cameroun avec les projets d'infrastructure, Mvele, Lompanga. Et il s'agit d'amoindrir les coûts de transport pour que ces projets soient développés de façon cohérente, soient développés de façon rapide. Nous sommes dans un secteur fortement capitalistique. Il faut mettre beaucoup de moyens, non seulement pour acheter les moyens de transport, les moyens de levage, mais aussi des infrastructures d'entreposage qui coûtent énormément cher. Mais au-delà des entreprises elles-mêmes, il y a l'État avec les infrastructures qui sont utilisées par un ensemble d'entreprises. Et donc, dans la plupart des cas, beaucoup de moyens logistiques qui coûtent très cher aux entreprises sont détruits de façon prématurée par l'insuffisance, n'est-ce pas, des investissements du côté de l'État. Je cite le cas de la route, qui, dans certains cas, détruit énormément les moyens de transport. Au Cameroun, dans les insuffisances décriées, s'ajoute aussi l'inefficacité des services portuaires aggravée par la congestion du port de Douala, la vétusté du parc de matériel roulant et les pratiques anormales le long des corridors routiers. Les entreprises demandent instamment au gouvernement de mettre en service le port de Kribi qui peut déjà être opérationnel malgré l'absence d'une zone logistique. J'ai dit des quais supplémentaires à Douala, des routes supplémentaires sur le domaine portuaire, des sorties pratiquées vers Yaoundé-Douala et Douala-Bafoussam. Ça, c'est pour ce qui est du port de Douala. Pour ce qui est du port de Kribi, naturellement, son ouverture, à mon avis, immédiate, avec donc élimination de tous les transbordements que nos marchandises font ailleurs, arriver sur le territoire national, dédouanement éventuel même à Kribi, pour que lorsque les marchandises reprennent le fleuve pour arriver à Douala, qu'il y ait une sorte de corridor vert au niveau du port de Douala de toutes les marchandises qui ont déjà été dédouanées à Kribi, pour qu'elles sortent rapidement et qu'elles rejoignent les sites de consommation. Ça, je pense que c'est le package minimum qu'on peut adopter aujourd'hui pour permettre que les infrastructures d'accompagnement du port de Kribi se mettent en place tout doucement, pendant que les deux ports fonctionnent. L'université du JICAM a aussi donné l'opportunité aux participants de s'imprégner des rouages des marchés publics, une source de revenus potentiels énorme, puisque l'État a distribué l'an dernier 1400 milliards de francs CFA dans ces marchés. Des conseils ont été donnés aux PME nationales pour augmenter leurs chances de prendre leur part de ce pactole. Le premier conseil, c'est le partenariat, c'est le groupement. Quand on prend un marché public, on vous l'attribue parce que vous avez les capacités. Or, ces capacités-là, ce n'est pas toujours présent quand on prend nos entreprises, surtout la petite et moyenne entreprise.
des capacités en termes d'expérience antérieure, des capacités en termes de finances, des capacités en termes de personnel compétent. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est de se regrouper, de mutualiser les efforts à travers des groupements solidaires et permettre de soumissionner ensemble pour mieux augmenter les chances de gagner des marchés. Aujourd'hui, c'est les établissements financiers, des microfinances, qui, d'après ce que nous avons en retour, apportent un appui aux PME. Est-ce parce que les PME ne font pas la démarche vers les banques? Mais toujours est-il qu'au résultat, c'est les petits établissements de microfinance qui encadrent ces petites entreprises et je crois que compte tenu de leur capacité de financement, la part des marchés auxquels elles peuvent prétendre reste aussi très limitée. Alors nous les encourageons à se mettre en groupement pour mutualiser leurs compétences techniques et financières et gagner des parts de marché, et notamment des parts de marché de grande envergure. L'argent, les financements, c'est le talon d'Achille de nos entreprises, leur point faible. L'université leur a fait comprendre qu'il existe de nombreuses possibilités de financement, les fonds d'investissement notamment, qui apparaissent comme un moyen alternatif permettant aux entreprises de se financer. Ce sont des fonds injectés dans l'entreprise privée en contrepartie d'une part du capital. Qu'à côté de la banque, qu'à côté de la microfinance, qu'à côté de nos tontines, il y a également des possibilités d'accéder à des fonds d'investissement pour financer la croissance. Donc ces gens-là qui rentrent dans votre capital pour vous porter en 2-3 ans où vous vous seriez rendu en 10-20 ans. Il est plus facile de demander 100 millions de francs CFA quand on a déjà un montant conséquent en banque plutôt que lorsqu'on est dans le rouge. L'entreprise offensive est aussi celle qui considère les techniques d'information et de communication comme un levier important et désormais incontournable pour gagner des parts de marché, aussi bien sur le plan national qu'international. Ils permettent un meilleur management de la production, des ressources humaines, des importations, des exportations, des clients et des fournisseurs. Vous avez des plateformes de e-commerce qui vous permettent de faire du B2C et donc de découler vos produits dans des pays étrangers sans avoir besoin d'y être représenté physiquement. Vous avez des moyens de paiement électronique comme PayPal et bien d'autres. Donc en réalité, les TIC ouvrent un ensemble d'opportunités incroyables. Et je pense que les entreprises et les entrepreneurs camerounais, disons-le, ont intérêt à se positionner pour saisir ce type d'opportunités autrement. D'autres les saisiront et ils finiront bien par disparaître. Lorsqu'on parle de chaînes logistiques, c'est que nous mettons en ensemble beaucoup d'entreprises. Ça signifie qu'au moment où je travaille avec mon système d'information, il faut que j'intègre celui de mes fournisseurs et de celui de mes clients. Le dernier module de l'université du JICAM a porté sur la corruption, un mal qui augmente les coûts de transaction, affecte le climat de travail et contribue parfois à la faillite d'une entreprise. Si l'entreprise doit être offensive, elle doit d'abord se soigner de l'intérieur, soigner ses plaies à l'intérieur et parmi ces plaies, limiter la corruption. Par la suite, l'importance des ressources humaines pour le développement des activités de l'entreprise a animé les échanges, notamment l'esprit du travail en équipe. Ce qu'on attend de l'entreprise de demain, c'est que les individualités puissent être fusionnées en une sorte de dynamique collective. Parce qu'en réalité, la force de l'entreprise repose sur des équipes de travail. Or, quand on regarde notre environnement, on se rend bien compte que au niveau stratégique, il y a des dispositions qu'il faut prendre parce qu'il y a une sorte d'idéologie, un ensemble de valeurs que doit avoir un chef d'entreprise qui pense que son entreprise est une équipe. Donc, il doit accepter qu'il apporte l'argent et que d'autres apportent des idées et que ces idées, on peut les partager ensemble et bâtir un projet commun. La deuxième chose ensuite, c'est qu'il est bien d'avoir des idées, mais quand on a des idées, il faut pouvoir organiser la mise en place parce que souvent, les problèmes
liées justement à l'absence ou la faiblesse de la cohésion d'équipe résulte du fait que l'organisation qu'on a mise sur pied est porteuse elle-même des germes de la division. Et quand on aura bien taillé l'organisation, quand on aura vérifié qu'elle est le socle de cette cohésion, de ce travail en équipe, il faudra qu'ensuite que les managers soient capables au quotidien d'huiler les mécanismes pour permettre aux uns et aux autres de travailler pour servir une direction unique. Donc c'est le système de management, c'est les outils de management qu'il faut mettre en place et que nous construisons aujourd'hui et que nous mettons à la disposition de l'entreprise. Les ressources humaines sont tellement déterminantes qu'il convient pour une entreprise d'identifier les emplois et les compétences dont elle aura besoin dans les 10 prochaines années. On recommande de prévisionner, donc d'imaginer et d'écrire l'ensemble de cette gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Alors c'est à la fois très technique, mais c'est à la fois très simple aussi. C'est faire le lien entre notre imagination de chef d'entreprise sur qu'est-ce que nous voulons faire dans nos entreprises dans les 10 prochaines années, et du coup, quels sont les gens qu'il va falloir que je mentire ou former. Donc ça peut être du recrutement, ça peut être de la formation, ça peut être les deux. Cette édition de l'Université du JICAM a consolidé son statut comme événement inédit annuel. Une de ses caractéristiques est d'avoir réuni, aux côtés des hommes d'affaires, de nombreux délégués venant des administrations publiques. Le partenariat public-privé que prône le JICAM dès le départ est aujourd'hui réussi. Nous attendons donc de l'Université du JICAM 2016 que cela continue et que davantage on puisse fêter et avoir du succès pour nos entreprises, car notre pays ne peut atteindre son émergence en 2035, nous espérons beaucoup plus avant, que si effectivement le secteur privé, les petites et moyennes entreprises puissent s'épanouir et se développer convenablement. Précédée par la remise des parchemins aux participants, la clôture de l'Université du JICAM a été l'occasion de présenter 2 projets innovants du patronat camerounais, le Centre d'incubation et d'innovation, qui vise l'accompagnement de jeunes entrepreneurs aux idées innovantes par la consolidation de leurs projets et leur encadrement multiforme dans leur phase de croissance, et l'école de l'entreprise du JICAM, qui va s'intéresser au renforcement des capacités de ressources humaines déjà présentes en entreprise. Promis, d'ici 3 mois, paraîtra un livre qui rassemblera toutes les présentations de cette 4e édition de l'Université du JICAM. Retour en plateau, nous sommes toujours avec le professeur Roger Tsafak Danfosso. Vous étiez au JICAM à Douala pendant ces assises. Est-ce que le reportage que nous venons de voir rend bien compte des thématiques qui ont été abordées? Oui, c'est un reportage fidèle et je suis séduit par ce que je viens de voir. Oui, ça rend bien compte. Alors, nous sommes quelques semaines après, mais rappelons encore avec votre expertise, quel est l'objectif au-delà de ces assises, au-delà des thématiques abordées? Quel est l'objectif pour le patronat et qu'est-ce que cela nous apporte stratégiquement? Écoutez, c'est un objectif de renforcement des capacités en fait. On s'est aperçu, et toutes les études le montrent, que nous avons des véritables success stories. Si on considère les chefs d'entreprise au Cameroun, il y a des chefs d'entreprise qui s'en sortent très bien, qui ont monté des empires, on a de véritables capitaines d'industrie, mais souvent, si vous prenez la corrélation entre leur activité, leur succès, leur fortune et leur niveau académique, leur niveau de connaissance, leur niveau, on va dire, de formation en général, parfois il y a un hiatus, il y a un décalage. Et l'idée était que, parce que contrairement à ce que l'on croit, la théorie précède souvent la pratique, on s'était dit, est-ce qu'on ne peut pas monter une idée qui permettrait qu'il y ait un échange, ce n'est pas directif, qu'il y ait un échange entre le monde universitaire d'une part et le monde des chefs d'entreprise d'autre part. Cette idée a été appelée de ses voeux par le patronat.
nous avons contribué à la mettre en place. Et l'objectif de l'université du GICAM, c'est précisément le renforcement des capacités des chefs d'entreprise, tout type de chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise confirmés, les chefs d'entreprise nouveaux, même les aspirants chefs d'entreprise, ceux qui n'ont encore que des projets, à renforcer leurs capacités pour qu'ils améliorent la façon dont ils comprennent le monde et que ça leur permette d'avoir une entreprise qui va bien. Mais d'un autre côté, cela permet aussi aux universitaires que nous sommes de nous confronter au monde réel. Je puis vous assurer que beaucoup de collègues qui ont fait un tour à l'université du GICAM, lorsqu'ils rentrent dans leur bureau, dans leurs amphithéâtres, je puis vous affirmer que beaucoup d'entre eux modifient la façon dont ils dispensent le savoir. Parce que c'est fini, hein, l'université où il y a des théoriciens. Non, aujourd'hui, l'université, d'ailleurs, avec le système LMD, comme on dit, il y a une volonté de professionnalisation des enseignements. Et de participation de l'apprenant. Exactement. Qui fait que non seulement nous mêlons les chefs d'entreprise à nos enseignements, d'ailleurs même à la conception des programmes que nous mettons en place, mais en même temps, quand les universitaires vont dans un espace comme l'université du GICAM, ils apprennent aussi à changer. Alors, une des questions qui est souvent revenue, c'est de dire qu'est-ce que cela apporte véritablement? Est-ce qu'on a un feedback? Je réponds, j'aurai l'occasion, à la quatrième édition, 4e assise. Je réponds, nous aurons le feedback de façon plus précise au bout d'une enquête. Mais je peux vous donner un seul chiffre, enfin deux. Lors des 3e assises qui portaient sur l'entreprise compétitive, nous avions à peu près 150 participants, parmi lesquels de très nombreux chefs d'entreprise eux-mêmes, le top management. Au début, on leur a posé une question. Combien parmi vous savent ce que c'est que les APE? 53% connaissaient à peine ce que c'était que les APE. À la fin de l'université du GICAM, on leur a demandé combien parmi vous savent ce que c'est que les APE. Plus de 80% disaient qu'ils savaient très bien ce que c'est que les APE. Ça, c'est le travail de l'université du GICAM. Cette capacité à repousser les frontières de l'ignorance, cette capacité à faire en sorte que les chefs d'entreprise, avec les universitaires, puissent mettre en place des concepts qui vont forcément les aider. Car au fond, cette ouverture qui va arriver à l'économie camerounaise doit servir à nos chefs d'entreprise. Mais pour cela, il faut qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils sachent comment se prémunir contre les risques et qu'ils mettent en place des techniques pour affronter le monde étranger. C'est l'un des objectifs des universités du GICAM. Au cours de cette université du GICAM 2015, il s'agit notamment d'offensivité des entreprises. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette expression? Alors, une entreprise offensive est une entreprise, pour dire les choses très simplement, innovante, mais qui a une culture d'innovation. C'est une entreprise dont l'ADN est constitué de l'innovation. Une entreprise offensive est une entreprise qui se caractérise par 3 éléments clés. Sa capacité à innover, mais à innover, aussi bien sûr les conditions de produit, aussi bien sûr la qualité de produit, aussi bien sûr l'atmosphère qu'il y a autour de la créativité, premièrement. Une entreprise offensive est une entreprise capable d'exporter ces biens-là. Une entreprise offensive n'est pas une entreprise enfermée dans son quartier, dans sa région. Non, c'est une entreprise qui peut sortir. Pour faire montre d'offensivité, il faut être capable d'agressivité et donc de construire un chiffre d'affaires à l'international notamment. Et troisièmement, c'est une entreprise qui a une mentalité. Il y a un esprit offensif dans une entreprise. Est-ce que vous avez eu ces 3 critères, vous les avez retrouvés dans les profils, dans la carte d'identité de quelques entreprises pendant ces universités? Oh oui, vous savez, aujourd'hui on parle beaucoup d'un concept, ce sont les champions nationaux. Je déplore d'ailleurs le fait que nous ne faisions pas assez cas de nos champions nationaux ici au Cameroun. Je vais vous donner quelques exemples, vous allez bien reconnaître. Quand vous prenez une entreprise comme Ecobank, vous prenez une entreprise comme Attijari Wafa, vous prenez une entreprise comme Royal Air Maroc, vous prenez une entreprise comme Ethiopian Airlines, Kenya Airways. Ce sont des entreprises africaines. Ce sont des championnes dans leur pays, mais elles sont championnes parce qu'elles ont dépassé les frontières nationales. Elles portent les couleurs d'un pays au-delà des frontières nationales. Aujourd'hui, ce ne sont plus des entreprises nationales, ce sont des entreprises africaines. Nous avons au Cameroun des entreprises de cette nature. Je ne sais pas si je peux me permettre d'en citer quelques-unes, mais il faut savoir que nous avons au Cameroun des entreprises qui portent très haut le flambeau le flambeau tricolore, qui sont en fait des championnes nationales dans leur secteur d'activité. Et en fait, ce faisant, elles ont des ingrédients d'offensivité qu'on ne dit pas souvent assez. L'un des objectifs de ces assises était précisément d'extirper ces ingrédients d'offensivité de la théorie, de les mettre sur la table et de bien montrer aux gens ce que c'est. Et on s'est aperçu, et les chefs d'entreprise les premiers, que pas mal d'entreprises camerounaises sont des entreprises offensives, en fait. Elles sont capables de débureaucratiser,
elles sont capables de permettre à leur personnel d'être actionnaires, donc le sentiment d'appartenance. Elles sont capables d'investir massivement dans la connaissance et surtout elles sont capables d'innover, mais considérablement. Alors, qu'est-ce que cela peut apporter à l'économie camerounaise, au drapeau tricolore, comme vous venez de le dire, le fait d'avoir des entreprises innovantes, des entreprises offensives, stratégiquement, une fois encore, comment cela peut-il nous positionner vis-à-vis, par exemple, des autres pays dans la zone CEMAC et même au-delà? Que nous recherchons, nous? Nous recherchons la croissance et le développement. Aujourd'hui, quels sont les moteurs de la croissance et du développement? Ce sont les créateurs de richesse et d'emploi. Mais qui crée la richesse et l'emploi? Ce sont les entreprises. Et surtout, alors, les PME, j'ai peut-être encore une virgule sur la banque des PME que je salue. Les PME, alors la définition du PME, c'est très large, hein, mais disons que si on s'en tient à celle qu'a adoptée l'Institut national de la statistique, une petite et moyenne entreprise, une entreprise qui a un chiffre d'affaires, si vous voulez, compris entre 15 millions de francs CFA et 1 milliard. C'est très large, hein, mais ça dit ce que ça veut dire. Et qui a un personnel compris entre 6 salariés et 100 salariés. Voilà les deux ingrédients qui font une PME. Mais elle ne représente que 24% des entreprises camerounaises. Donc ce n'est pas tellement pour leur nombre qu'elles sont importantes. Et ce n'est pas seulement parce qu'elles représentent 24% qu'on a créé une banque pour elles, non. C'est leur capacité à produire la richesse. Les PME, c'est 65% de la production nationale, c'est 72% de la valeur ajoutée dans notre pays. C'est elles qui créent la richesse. Elles créent autant de richesses que les grandes entreprises. Nous sommes à 30-35% d'emplois dans ce pays. Je parle de l'économie normale. Hein. Je mets de côté les TPE, les très petites entreprises, c'est-à-dire les micro-entreprises, l'entreprise informelle. Donc, la volonté des gouvernants de créer une banque spécialisée pour les PME est une volonté qu'on ne peut comprendre que lorsqu'on se rend compte que ce sont ces entreprises-là qui créent la richesse. Ce sont ces entreprises-là qui créent des emplois. Et ce sont elles, précisément, qui ont les ingrédients d'offensivité. Et donc, vous dites qu'en créant et en ouvrant il y a quelques jours la banque des PME, l'État se montre également offensif. Mais l'État est plus que jamais offensif. Et moi, je souhaite que cet État aille plus loin. La construction des champions nationaux, M. Bouga, est une volonté étatique. La plupart des entreprises qui sont aujourd'hui des champions nationaux sont des entreprises qui ont reçu l'aval politique des gouvernants. Quand on parle des champions nationaux, ça n'a rien à voir avec une entreprise publique ou une entreprise privée. C'est dépassé ça, quand on parle des entreprises nationales. Quand on parle des champions, les champions nationaux, c'est des entreprises capables de créer la richesse, créer des emplois et donc rediffuser les salaires, les impôts, tout ce que vous voulez, mais capables de porter très haut le flambeau d'un pays. Alors, et ça, c'est fondamental que l'État s'en mêle. Effectivement, juste pour qu'on ne passe pas rapidement, ce n'était pas l'objet de cet entretien, mais vous parlez bien de l'accompagnement politique, institutionnel qu'il doit avoir pour que nous ayons des offensives, des entreprises offensives, des championnes nationales et donc internationales également. Qu'est-ce que l'État peut faire de plus qu'une banque des PME? Qu'est-ce que vous suggérez, vous, l'expert en économie? Alors, je suggère, et ça, je ne réinvente pas la roue, c'est une question de climat des affaires. Lorsque vous discutez avec les chefs d'entreprise, de quelque horizon qu'ils soient, ce qu'ils veulent, c'est qu'on laisse libre cours à l'initiative privée. Les entreprises sont prêtes à créer des richesses et des emplois. Tout ce qu'elles veulent, c'est qu'il n'y ait pas un carcan autour d'elles. Souvent, je vous ai dit, quand on a demandé aux entreprises en 2009, dans le cadre du recensement général de l'entreprise, quels étaient les principaux obstacles à l'entrepreneuriat? Le premier obstacle, c'était la fiscalité. Oui. Ça doit nous interpeller. Mais attention, quand on dit fiscalité, il faut aussi faire attention. Hein. On parle surtout de pression fiscale. Hein. On parle ici de harcèlement fiscal et pas de pression fiscale. Parce qu'au Cameroun, la pression fiscale, elle est plutôt, on va dire, dans les normes. Mais c'est le harcèlement fiscal qui crée un vrai problème. Donc, fiscalité. Deuxième ingrédient, la corruption. Ce sont les entreprises qui le disent, hein. Corruption. L'accès au crédit n'arrive qu'en troisième position. Donc, vous voyez bien que si simplement l'État reprenait tout simplement les résultats des enquêtes menées auprès des chefs d'entreprise, on a les réponses aux questions qu'on se pose. Qu'est-ce qu'il faut faire? On sait exactement ce qu'il faut faire en interrogeant les entreprises. Et je pense que les entreprises, c'est elles-mêmes qui savent ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Professeur Roger Tsafa-Ganfosso, nous avons donc parlé maintenant des 4e assises du GICAM qui se sont intéressées aux entreprises offensives. Vous avez outillé les chefs d'entreprise et tous ceux qui sont venus, aspirant également, le disiez-vous, à ces éléments qui peuvent les aider à être innovants et offensifs. Nous sommes, nous, allés sur le terrain pour voir si ici au Cameroun, l'on peut trouver quelques entreprises qui ont déjà pris la voie de l'innovation, qui sont bien offensives, pour le dire ainsi. Deux cas pratiques nous sont proposés. Je vous propose de regarder d'abord le premier, c'est l'entreprise Camlet, qui est bien connue, et Jean-Vincent Tinéum, qui signe ce grand reportage, pour commencer par Camlet, dit que nous pourrions la comparer
à Coca-Cola. C'est un peu l'entreprise que tout le monde connaît et dont on ne connaît peut-être pas toute la recette de l'innovation et donc de l'offensivité. Voici donc la première partie du grand reportage que signe Jean-Vincent Tinéum sur l'entreprise Camlet qui aurait, dit-il, un coup d'avance sur la voie de l'innovation, de l'offensivité. Camlet est sans doute le Coca-Cola des Camerounais, une entreprise hyper connue donc. Normal. Elle est sur le marché depuis plus de 40 ans, 43 exactement. Et ses produits de consommation courante sont sur toutes les tables. À ses débuts, Camlet ne fait que du yaourt. Mais aujourd'hui, tout produit confondu, son catalogue n'est pas loin d'une quarantaine de références. Camlet, depuis sa création, a toujours essayé de faire des coups d'avance. Donc depuis la création, on a eu à relever beaucoup de défis depuis 1972. Ingénieur de métier, Paulin Landré Toukam Zouko, après avoir travaillé plusieurs années sous la houlette de son père Michel Zouko, le fondateur de Camlet, devient PDG de la société en novembre 2010. Pour lui, si Camlet peut se présenter aujourd'hui comme une entreprise conquérante, c'est parce qu'elle cultive une tradition. Aller au-devant des choses, savoir anticiper pour faire face à la concurrence. Dès 1974, 2 ans après sa création, Camlet rachète Gem, son principal concurrent. En 1981, elle lance le lait stérilisé. En 1998, elle innove avec le yaourt à base de soja, matière première qui se trouve maintenant au cœur de l'activité de la société. En 2007, Camlet récidive avec River, une boisson au goût du soja, et depuis quelques semaines, la nouveauté, c'est le goûter Brexor. Nous sommes en permanence en innovation, nous sommes en permanence dans la recherche, la satisfaction des segments de marché. Donc on ne se satisfait pas uniquement à donner des produits pour tout le monde, on essaie aussi de comprendre les segments de marché de manière à pouvoir s'assurer que l'ensemble des consommateurs camerounais, que nous essayons de répondre à leurs besoins. Actuellement, par exemple, on a pu mettre sur le marché un produit comme le Prestige, qui est destiné aux diabétiques. Donc nous continuons à cette offensivité. Là, on espère toujours être en avance sur la satisfaction des besoins des consommateurs. Pour se permettre ainsi un renouvellement aussi soutenu de ses produits, Camlet met beaucoup d'argent dans la recherche-développement. Nous sous-traitons une partie de notre recherche-développement à l'extérieur et une partie nous le faisons localement. Donc ça nous fait une démarche importante, ça greffe une bonne partie de notre chiffre d'affaires. Il y a aussi l'éveil intérieur, c'est-à-dire nous stimulons fortement la recherche des innovations aussi autour des employés. Donc, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc on est en permanence en éveil. Donc c'est à la fois financier et humain. En 2015, les chiffres clés de Camlet se présentent ainsi. Presque 3,5 milliards de capital souscrit uniquement par des nationaux, une offre diversifiée d'une quarantaine de références pour 5 gammes de produits, 700 employés permanents et 3 usines. Je vous propose de visiter les 2 usines de Camlet à Douala, en commençant par l'usine mère de Ndokoti. Nous allons y assister à la fabrication du yaourt. Tout part du stockage des matières premières sur lesquelles on prélève
les quantités exactes d'ingrédients pour un volume de production donné, commandé par le service commercial. Tous ces ingrédients, eau, sucre, lait, conservateurs, arômes, nécessaires à la fabrication du yaourt, sont mélangés dans cette cuve qui a une contenance de 5000 litres. Une fois que les mélanges sont faits, on passe donc à la pasteurisation du yaourt pour essayer d'inhiber l'activité microbienne à l'intérieur, puisque le lait, comme je vous l'ai dit, c'est une matière vivante, c'est une matière biologiquement active. Il faut qu'on fasse tout pour qu'il n'y ait pas de flore banale ou de flore pathogène à l'intérieur. Une fois que la pasteurisation est faite, on procède donc à l'ensemencement à une température adéquate pour le développement donc des micro-organismes qui sont cette fois-là responsables de la production du yaourt en fait. En fait, la production du yaourt, c'est quoi? C'est la fermentation du lactose en acide lactique. Et jusqu'à une certaine valeur d'acidité, on va savoir que notre yaourt a atteint son niveau escompté ou pas. Une fois que cette valeur-là est obtenue en fonction des standards que nous avons, on passe donc, après refroidissement, au conditionnement. La machine de conditionnement des yaourts forme les pots, les décore, les remplit, pose les opercules, imprime les dates et découpe les pots en 4. Empilés dans des cajots, les pots sont transportés en chambre froide où ils vont séjourner 24 heures pour maturation et attente du contrôle qualité par le laboratoire avant expédition à la distribution. Et il est important de noter que pour la préservation de la qualité du yaourt, il faudrait que même dans les circuits de distribution, que cette chaîne de froid soit maintenue. Et aussi, je tiens à nous rappeler qu'ici nous sommes au laboratoire, qui est la pierre angulaire de toute l'activité de cette usine, de toute usine agroalimentaire si on veut. Parce qu'ici, que ce soit à la réception des matières premières, au mélange des encours de production, comme à l'obtention des produits finis, c'est le laboratoire qui donne à chaque fois son OK, après analyse et validation, que ce soit de la matière première ou de l'encours du produit fini. La capacité installée de l'usine est de 15 000 litres par jour et elle est certifiée ISO depuis 2002. À quelques encablures de là, dans le quartier voisin de Bassa, se trouve l'autre usine de Kamlé. Ouverte en 2007, elle est exclusivement consacrée à la transformation du soja. Nous y arrivons au moment de l'usinage de la boisson rafraîchissante Riversoil. Comme pour le yaourt tout à l'heure, nous allons passer par 5 étapes. La phase la plus importante ici est l'extraction du jus de soja qui est mélangé à d'autres ingrédients, arômes, sel, concentré de jus, avant que le produit obtenu soit traité à température très élevée pour permettre une très longue conservation. Le river est ensuite conditionné en briques de 250 ou 500 ml et passe à la deuxième machine qui a pour rôle de coller les pipettes. Lorsque les pipettes sont collées, les rivers sont rangés dans les cartons. Nous recevons le soja de la partie septentrionale du Cameroun pour l'essentiel. Nous le traitons, nous le calibrons et il est broyé pour obtenir un jus. Après contrôle du laboratoire et validation, le jus est passé à la production où on va ajouter d'autres ingrédients, notamment selon le produit que nous voulons fabriquer, pour avoir toutes nos gammes de produits que vous connaissez, notamment la gamme Riversoil, la gamme Black Soy, et une partie de ce jus va être utilisée pour la production de nos yaourts au soja. Tous ces produits qui sont suivis et validés par notre laboratoire font l'objet des procédés assez innovants. Sur ce site, notamment certifié ISO 22000 et 9001, nous avons la particularité d'avoir un regard sur la sécurité et sur la qualité des produits que nous fabriquons. Basé sur le soja, le groupe Kamlé aujourd'hui va travailler pour offrir aux Camerounais un produit de qualité pour tout âge et dont l'apport nutritif est indéniable. Les produits finis sont stockés par lot de fabrication
mise en observation pendant au moins 3 jours et expédiée alors dans les différents centres de distribution. Grâce à Kamlay, de nombreux producteurs de soja de l'extrême nord savent désormais qu'ils peuvent écouler leur production à des coûts garantis. Au total, Kamlay veut rester une entreprise conquérante qui innove en permanence. Elle compte renforcer son offensivité par l'opportunité que vient de lui offrir le bureau de mise à niveau des entreprises en l'incluant dans la shortlist des sociétés devant bénéficier du renforcement des capacités. On a commencé par un diagnostic, on sait exactement où appuyer et cette mise à niveau n'est pas que matérielle, elle est beaucoup humaine parce que la force humaine est beaucoup plus importante que la force matérielle. On peut faire beaucoup de choses avec des gens motivés, prêts à... la machine, encore faudra-t-il pouvoir faire tourner la machine. Pour que les entreprises camerounaises puissent augmenter leur capacité offensive, Toukam Dzuko souhaite que le gouvernement stabilise le système fiscal pour le rendre lisible et les accompagne en les protégeant dans la perspective de l'ouverture que vont susciter les accords de partenariat économique avec l'Europe. Carrière est la première émission télévisée camerounaise consacrée à la valorisation des success stories, à l'orientation des jeunes et au développement des compétences. Carrière, tous les mois, sur Canal 2 International. Présenté par Didier Bertrand Bouga. Carrière vous est offert par Orange. L'attention change avec Orange. La vie change avec Orange. Professeur, vous êtes Safak Nanfosso. Voilà un premier cas d'une entreprise offensive que notre équipe de rédaction a repéré sur le site, je veux dire au Cameroun, sur le terrain. Est-ce que c'est un exemple de ce que vous vouliez montrer lors des universités du JICAM? Oui, c'est effectivement un exemple. Kamlay s'inscrit dans la durée et se caractérise par sa capacité à innover, mais surtout à innover avec des produits qui durent eux aussi. Je ne connais pas l'entreprise de l'intérieur, mais il y a peu de produits de Kamlay qui ont disparu de la circulation. Alors, les consommateurs ne se rendent même pas compte. Ils se sont habitués à des produits. Beaucoup parfois ne savent même pas que c'est Kamlay, ceux qui ne lisent pas, etc. Et ici, ils sont habitués. C'est ça une entreprise offensive, c'est de s'installer dans la citoyenneté, de faire en sorte que ces produits deviennent des labels de fonctionnement du consommateur. On trouve ça normal. Et ça, c'est extrêmement important. Je ne connais pas l'entreprise intérieure parce que j'aurais été intéressé de maîtriser quelle est l'ambiance qui règne à l'intérieur. Quelle est l'ambiance de créativité qu'il y a là-bas? Est-ce qu'il y a un système de co-création? Est-ce que les gens se mettent ensemble? Est-ce que les gens discutent? Est-ce que les gens se chamaillent? Parce que, voyez-vous, M. Bouga, l'innovation, c'est abrasif. L'innovation, ça ne se fait pas... on n'est pas gentil quand on invente, quand on crée. Non. C'est un processus parfois conflictuel. Mais ce qui est important, c'est ce qui en sort. Et quand le produit qui en sort est convaincant, pas d'abord pour ceux qui l'ont créé, mais surtout pour ceux qui le consomment, ça c'est important. Et de ce point de vue, je pense que l'entreprise Kamlay a fait montre d'une offensivité et continue, parce qu'elle couvre quand même pas mal de pays de la région, et ça c'est extrêmement important. Est-ce que la durée de vie, vous avez parlé tout à l'heure vous-même d'entreprise qui dure, est-ce que la durée d'existence d'une entreprise est un élément, est un facteur important? Parce que Kamlay c'est 43 ans, on sait d'ailleurs qu'il y a une reprise en main par un autre manager, pour ne pas dire que le fondateur n'est plus là et que la famille a repris par les enfants. Est-ce que le fait que cette entreprise ait plus de 40 ans est également un élément qui permet de... Précisément. L'une des caractéristiques de Kamlay, mais comme d'autres entreprises dans le Cameroun, dans notre pays, c'est aussi une success story dans l'histoire de la succession au Cameroun. Et il faut savoir que la question de la succession est une question extrêmement troublante. Et ce n'est pas une question camerounaise ou africaine, c'est une question mondiale. La manière dont les entreprises se transmettent de génération en génération pose de très gros problèmes à la connaissance et pose de très gros problèmes dans les faits. Et dans un pays comme le nôtre, c'est une question qui est d'autant plus sensible que souvent les chefs d'entreprise
sont polygames, pour dire les choses simplement, sont polygames. Ça en rajoute Parce à la... nous sommes là dans les cas pratiques. Mais bien sûr, cas pratiques. Il faut voilà. dire tout ce qui se passe. Et donc, cette caractéristique de nos sociétés en rajoute à la complexité de la question de la transmission. Or, dans le cas qui nous intéresse, Camelin, la transmission s'est passée de façon harmonieuse. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne se sont même jamais rendus compte que le fondateur n'est plus aux commandes, que c'est son fils qui est aux commandes. Et on voit que depuis que son fils est là, c'est une continuité et un rajeunissement dans la façon dont la dynamique s'est mise en place. C'est un exemple d'entreprise offensive, effectivement. Un autre exemple que nous avons retrouvé sur le terrain au Cameroun, c'est une entreprise qui, dans le domaine de l'industrie des assurances, n'est pas très connue. En tout cas, elle n'est pas réputée par les citoyens qui souhaitent souscrire une assurance. Zenith Insurance, c'est une entreprise qui, pourtant, depuis quelques années, se montre bien offensive, selon ce que l'on a pu voir, puisque un classement dans le domaine vient de la situer au 9e rang parmi 25 entreprises, 9e rang sur 25 entreprises nationales dans le domaine des assurances. Et l'on constatera en interne, dans le reportage que nous allons voir maintenant, que nous vous proposons, que cette entreprise fait le pari de la biométrie, ce qui la situe donc sur la voie de l'innovation, mais également d'une offensivité un peu plus agressive, pour reprendre votre expression. Voici la deuxième partie de notre grand reportage que signe à nouveau Jean-Vincent Ténéum, c'est Zenith Insurance, le pari de la biométrie. Quand on parle de l'industrie des assurances au Cameroun, le nom de Zenith Insurance n'est certainement pas celui qui vient en premier lieu sur les lèvres. Et pourtant, le rapport 2013 de l'Association des sociétés d'assurance l'a tout de même classé au rang de 9e d'un marché national fortement concurrentiel avec 25 compagnies. De plus, son envie de réussir le saut de la modernité et d'entrer dans le top des compagnies de référence dans le secteur des assurances et de la réassurance en Afrique a conduit Zenith Insurance à parier sur la qualité de service et le respect des engagements comme socle de sa démarche. Selon ses dirigeants, l'ambition de Zenith est d'assurer une croissance saine et soutenue sur des bases solides afin de se hisser à moyen terme dans le peloton de tête du marché camerounais. L'expression « small is beautiful » va comme un gant à Zenith, car c'est la petite société d'assurance qui accumule des initiatives audacieuses et exclusives. Avant de vérifier ces innovations sur le terrain, voyons les chiffres clés de la compagnie. Création en 2005, 1,5 milliard de capital souscrit par des nationaux, certification ISO en 2011, près de 6 milliards de chiffre d'affaires en 2014 et 250 employés et collaborateurs. Faisons à présent le tour des innovations de Zenith Insurance en commençant par la certification. Obtenue depuis 4 ans, cette certification ISO 9001-2008 est un peu banale aujourd'hui. Toute entreprise qui se respecte s'aligne sur ces critères de qualité. Mais Zenith a fait mieux. Elle est devenue la première compagnie sur le marché à être certifiée multisite, c'est-à-dire le siège social et toutes les agences du réseau commercial. L'avantage en est d'assurer une maîtrise complète des non-conformités qui peuvent surgir afin de garantir une satisfaction totale de l'ensemble des clients de la compagnie, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. La particularité de Zenith Insurance est l'utilisation efficiente de la technologie pour développer des services à valeur ajoutée. C'est ainsi qu'elle fait la e-insurance, souscription des polices d'assurance par Internet, sans avoir à se déplacer en agence. Elle met à disposition un numéro du service client pour une gestion en temps réel des préoccupations des assurés. Zenith aujourd'hui, c'est 23 points de vente interconnectés, ce qui permet un échange en temps réel d'informations et ainsi qu'une prise en charge immédiate des clients où qu'ils se trouvent à travers le territoire. Ce qui veut dire que vous pouvez résider à Douala, vous vous retrouvez à Garoua, vous avez besoin de proroger votre police d'assurance. Nous allons le faire à Garoua exactement comme si vous étiez à Douala. Donc dans votre compte, on n'aura pas besoin de vous créer un compte supplémentaire. Mais ce dont Zenith Insurance est la plus fière, c'est la carte biométrique de santé.
un doigt suffit au titulaire de la carte pour se faire identifier. La carte élimine l'étape de l'établissement de la fameuse prise en charge par l'assureur. L'avantage de la carte biométrique, c'est que vous ne passez pas par Zenith. Vous êtes reçu en priorité dans notre centre de santé. Vous êtes reçu par le médecin en priorité. Et après, n'est-ce pas, la réception, après être passé par l'hôpital, vous avez l'avantage d'aller directement, n'est-ce pas, dans le laboratoire ou bien dans la pharmacie dans laquelle vous devez poursuivre vos prestations. Vous n'avez pas besoin de passer par l'assureur. Ce qui était une étape obligatoire avant. Chez le médecin, comme au laboratoire, à la pharmacie ou à l'hôpital, la carte biométrique de Zenith Insurance ouvre la porte à toutes les prestations sans avoir à débourser du cash sur l'instant. Zenith Insurance offre bien évidemment à sa clientèle tous les produits classiques proposés sur le marché camerounais. Mais dans ce segment, elle se prépare à innover en donnant la possibilité aux entreprises qui postulent pour les marchés publics de souscrire une assurance caution. C'est un service qui était offert jusqu'ici uniquement par les banques. L'équipe de stratégie a eu l'aubaine de filmer les responsables commerciaux de Zenith réunis pour une formation sur ce nouveau produit. Nous sommes dans un métier qui est axé uniquement sur les capacités intellectuelles, ce qui nous oblige permanemment à maintenir nos collaborateurs dans un état de veille. Donc régulièrement, nous organisons des séminaires intra-entreprises où nous faisons également appel à des experts pour venir accompagner nos équipes afin de leur doter de meilleures capacités opérationnelles qui leur permettent d'être en phase avec les attentes de nos clients et ainsi qu'avec la vision de l'entreprise. Vous l'aurez remarqué, les collaborateurs de Zenith portent le même ensemble. On nous explique que c'est ainsi les vendredis. Tous les agents, du balayeur au directeur général, sont habillés du même polo bleu. Autre tradition fidèlement respectée, tout le personnel a l'obligation de se retrouver le vendredi à 16h30 tapante, dans la salle de conférence devenue étroite pour une rencontre debout qui n'excède pas 15 minutes et au cours de laquelle chacun a l'opportunité de raconter ce qui lui est arrivé d'extraordinaire au cours de la semaine, professionnellement s'entend, en matière de conclusion de contrat par exemple. Et ensuite, tout ce beau monde va se décrasser dans un complexe sportif de la place. Peu de sociétés entretiennent une telle ambiance de cohésion au sein de leur personnel. La dernière curiosité que nous suggère notre visite trop brève à Zenith Insurance est le statut dans la compagnie de M. Wamal Guillaume, ingénieur de son état, connu pour être un chef d'entreprise prospère dans les BTP. Sans être actionnaire de Zenith Insurance, il est néanmoins membre de son conseil d'administration et même président de son comité d'audit. Les performances de Zenith Assurance, qui fondent aujourd'hui sa notoriété, sont les conséquences de la stricte observance de la vision originelle qui remonte à la création de la compagnie, à savoir bâtir une société d'assurance qui se distingue par une qualité de service à la dimension des standards internationaux. Au cœur de nos choix stratégiques et dans toutes nos activités, nous mettons un point d'honneur au respect du slogan de la compagnie « Quand nous assurons, nous assumons ». Il s'agit là d'un engagement volontariste auquel nous sommes fortement attachés. Petite assurance deviendra grande à force d'innover. C'est la feuille de route de Zenith Insurance. Professeur Roger Tsafagnan Fosso, on parlait tout à l'heure de Camlet, un exemple d'innovation, d'entreprise offensive. On vient de voir dans cette deuxième partie de notre grand reportage un autre cas pratique, Zenith Insurance. Pour vous là également, il y a
des éléments, une illustration de Oui. l'offensivité en entreprise? Oui, nous sommes... Alors, voici un cas pratique qui en rajoute aux ingrédients d'offensivité. La biométrie est une innovation essentielle. On est là dans la modernité. On est vraiment dans la modernité. Alors que l'on puisse penser qu'une entreprise camerounaise offre la possibilité à un souscripteur d'avoir une carte biométrique qui vous permet d'aller voir un médecin, d'aller dans une pharmacie, etc., juste avec votre carte biométrique sans rien payer, nous sommes là au cœur de l'offensivité. Qu'une telle entreprise, de surcroît, puisse avoir la possibilité d'avoir un jour, comme ça, dans la semaine, où des gens sont habillés de la même façon, d'avoir un moment où, à la limite, on ne sait pas qui est le patron, qui est l'employé. C'est une autre forme aussi de management. Mais bien sûr, c'est ça ce que j'appelle débureaucratiser. C'est ce que j'appelle diluer la hiérarchie. Carlson appelait ça l'organigramme à l'envers. C'est-à-dire qu'en réalité, le patron se retrouve au-dessous et ce sont les employés qui se retrouvent au-dessus. Pour montrer à un moment donné que dans le sentiment d'appartenance, dans le fait qu'un employé se dise « ma famille, c'est l'entreprise », un employé qui se dit « ma famille, c'est l'entreprise », cet employé-là, il sera forcément performant. Il est plus engagé. Il est plus engagé, il est motivé, il sait qu'il travaille d'abord pour lui. Et si en plus, il y a des jours comme ça où il sait qu'il peut parler avec le patron, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des entreprises au Cameroun où pour voir le patron, c'est une véritable gageure. Mais une entreprise comme cela peut difficilement être une entreprise offensive. J'ai dit l'offensivité, c'est aussi une question de mentalité. C'est une ouverture, c'est la dilution de la hiérarchie, c'est démocratiser. C'est très important. C'est vrai qu'on n'a pas pris tous les exemples, on ne vous a pas permis de citer ce que vous avez identifié dans le cadre du GICAM, ça ce sont les nôtres. Oui. Mais dans les deux cas que nous venons de prendre, Camlet et Zenith Insurance, on remarquera que ce n'est pas les grandes entreprises camerounaises qui illustrent l'offensivité que nous voulons voir. Non. Parfois, il faut aller chercher au niveau moyen, j'allais dire. Tout à fait. J'ai dit l'offensivité, quand vous regardez les caractéristiques de l'entreprise offensive, la question de l'innovation, la question de l'esprit, la mentalité qu'il y a dedans, et la question de la considération du capital humain, vous allez vous rendre compte qu'on n'est pas il ne s'agit pas forcément de très grandes entreprises. Parfois même, les très grandes entreprises sont enfermées dans leur lourdeur et dans leur bureaucratie. Ce qui vient opérer précisément le caractère d'offensivité. Souvent, c'est des entreprises petites, agiles, voyez, qui arrivent à se faufiler, qui font en fait, ce sont des entreprises, c'est la flexibilité, voyez. C'est des entreprises extrêmement flexibles, capables de s'adapter, d'innover, d'entrer sur un marché, de quitter le marché, de faire des stratégies de hit and run. En fait, c'est des entreprises qui sentent leur environnement et qui ont la capacité, mais très vite, de s'adapter, de créer, de rentrer dans cet environnement-là et parfois d'en sortir. Donc, cette capacité-là est parfois incompatible, parfois pas toujours, incompatible avec de très grosses structures. Dans le monde aujourd'hui, la plupart des entreprises qui sont qualifiées d'entreprises offensives sont de très grandes entreprises. Mais les entreprises agiles sont rarement des entreprises qui ne sont pas offensives. Et c'est le cas d'ici. L'équipe de stratégie vient de vous donner l'occasion de faire une sorte de bilan, de rapport des universités du GICAM avant un rapport, j'imagine, qui va arriver. Pour vous poser la question, est-ce que vous avez, au sortir des assises de la 4e université du GICAM, eu le sentiment qu'on va avoir plus d'entreprises innovantes, offensives dans les prochains jours? Je pense qu'on va citer au moins deux phénomènes. Premier phénomène, beaucoup d'entreprises qui ne savaient pas qu'elles étaient offensives vont s'apercevoir qu'elles avaient des caractéristiques offensives et peut-être que ce sera l'occasion pour elles de les développer, n'est-ce pas, d'accélérer, pour faire en sorte que cette caractéristique leur permette d'être de grandes entreprises ou en tout cas des entreprises meilleures. Et puis deuxièmement, d'autres entreprises qui ne l'étaient pas vont certainement cultiver leur champ pour devenir des entreprises offensives. Parce qu'une entreprise offensive est une entreprise gagnante. Quel est l'objectif d'une entreprise offensive? Ce n'est pas d'avoir le meilleur chiffre d'affaires, ce n'est pas d'avoir le meilleur bénéfice, non. Ça, c'est des entreprises normales, ça. Une entreprise offensive, son objectif, c'est d'être la meilleure dans son domaine, c'est tout, être la meilleure. Si une entreprise commence à dire « je veux être la meilleure », elle commence à s'inscrire dans une logique d'offensivité. Et moi, j'appelle de tous mes voeux le fait qu'au Cameroun, nous n'ayons que des entreprises offensives. Parce qu'une entreprise offensive, pour atteindre ce niveau d'entreprise, il faut avoir parcouru tout ce qu'il y a avant. Il faut avoir été compétitif, il faut avoir été intelligent, il faut avoir été efficace. Quand on est une entreprise offensive, on atteint un niveau extrêmement important où on est prêt, on est capable de faire face à toutes sortes de mouvements possibles. Pour moi, c'est la direction à suivre par toutes les entreprises. Et j'espère que le message est passé lors de ces assises de l'Université du GICAM. Nous espérons aussi, en tout cas, nos encouragements à ces entreprises qui ont déjà pris
le chemin de l'innovation et donc qui vont se montrer encore plus offensifs pour nous permettre, comme vous l'avez dit, de créer plus de richesses. Tout à fait. Et plus d'emplois. D'apporter plus d'emplois et de porter notre pays à l'émergence souhaitée. L'économie, la finance, c'est également ces acteurs. Et dans cette émission Stratégie, nous nous intéressons souvent à tracer quelques parcours, à vous présenter quelques portraits d'acteurs de l'économie et de la finance. Pour cette 4e édition de notre magazine, le personnage, la personnalité qui nous intéresse, c'est un Camerounais de 40 ans, Mamadou Touré, qui a déjà un parcours assez exceptionnel dans le domaine de la finance. Nous savons pas ce qu'en pense le professeur Rosetta Fagnan-Fosso. Nous le laissons d'abord regarder et avec lui donc, nous pourrons en parler tout à l'heure. Il a le physique d'un sportif de haut niveau, la démarche d'un homme pressé et le CV d'un génie. Il est un jeune, Camerounais et expert de la finance internationale. Le très sérieux, célèbre et réputé magazine Forbes le classe parmi les 10 hommes les plus puissants du continent africain. À 40 ans à peine, Mamadou Touré a déjà roulé sa bosse au sein des grandes places financières mondiales et de nombreuses multinationales, à l'instar de KPMG Paris, Fortis Group, la Société financière internationale, BNP Paribas, la Banque mondiale ou tout récemment General Electric Afrique. Ce diplômé de l'école des hautes études commerciales de Paris et de la Harvard Kennedy School of Government vient de lancer sa propre entreprise dans un domaine qu'il maîtrise bien, la finance. Stratégie a croisé son chemin lors de son bref séjour d'affaires à Yaoundé. Voici le portrait d'un fils de musicien célèbre que rien ne prédestiné à la finance internationale. Il a gardé de ses années sportives un physique imposant. Derrière ce personnage à l'allure d'un playboy se cache un génie de la finance, un businessman de la nouvelle génération. Nous l'avons rencontré ce matin-là, à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Mamadou Touré a plus d'une raison justifiant sa présence dans la capitale camerounaise. J'ai eu quelques réunions avec quelques hommes d'affaires camerounais. L'une des raisons pour lesquelles je suis venu aujourd'hui au Cameroun, c'était pour m'entretenir avec le patron de la Banque centrale et le ministre des Finances pour proposer quelques solutions innovantes qui peuvent apporter plus d'investisseurs, mais aussi des projets, des idées de projets qui pourraient développer les communautés au Cameroun et résorber en fait le challenge au niveau des infrastructures notamment. Infatigable entrepreneur, Monsieur Touré parcourt désormais le monde avec un nouveau challenge. Ubuntu Capital. C'est le nom donné à son entreprise, déjà présente dans plusieurs pays du monde et dont l'installation au Cameroun est imminente. J'ai créé ma société Ubuntu Capital, qui est une société d'investissement qui fait aussi tout ce qui est transaction services, donc fusion-acquisition, levée de fonds, mobilisation de capital, partenariat stratégique pour des projets en Afrique et pour l'Afrique. Ubuntu Capital a des bureaux en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, à Paris, à Londres, et nous envisageons de créer des bureaux justement au Cameroun. Mamadou Touré, c'est tout un coffre-fort de connaissances. Le monde des affaires n'a aucun secret pour lui. Son savoir-faire, très jeune, il a déjà mis au service de son pays en travaillant sur de grands dossiers alors qu'il n'avoisinait même pas encore la trentaine. Les missions accomplies ici et sur le continent le rendent particulièrement fier. Ça fait aujourd'hui 20 ans que je suis ancré dans le tissu économique camerounais, même si je ne suis pas forcément visible. J'ai travaillé sur la privatisation de Camtel, privatisation de Sonel, aussi beaucoup dans les structures de financement avec Sodexo, avec Sonara, avec General Electric justement. J'ai été un des grands précurseurs et protagonistes pour aider le Cameroun avec mon collègue Pamphile Joffon qui était le patron ici pour que General Electric puisse s'implanter dans ce projet de Limbé, qui est une grande centrale électrique d'environ 400 MW. J'ai fait partie aussi de la délégation avec le chef de l'État et les ministres quand ils ont fait leur roadshow pour promouvoir les investissements au Cameroun. Donc j'étais avec eux à Paris en 2013 et avec le président Obama, j'ai fait une présentation pour investir au Cameroun en représentant General Electric et parler des bienfaits et du potentiel dont le Cameroun regorge en tant qu'Afrique en miniature. C'est un pays que je connais parfaitement bien, où j'ai
où j'ai apporté plusieurs milliards de CFA d'investissement au cours de ma carrière. Le jeune leader mondial, distinction obtenue au sommet économique de Davos en janvier 2015, maîtrise très bien le milieu des affaires au Cameroun et sur le continent. Il y jette d'ailleurs un regard panoramique. La première chose que l'investisseur regarde, c'est le risque pays. C'est la stabilité politique et économique. Le deuxième élément, bien sûr, c'est le potentiel du pays. Beaucoup d'investisseurs ont le choix partout dans le monde. Et on a tendance à oublier au Cameroun ou partout ailleurs en Afrique qu'il y a 176 pays dans le monde et que l'investisseur il peut aller dans n'importe lequel des 176 pays et qu'on est en concurrence avec ces pays-là. Donc si on est capable au Cameroun d'améliorer, de développer de manière durable l'environnement des affaires, ça pourra avoir un impact vraiment colossal dans l'afflux d'investissement dans le pays. Regardez le Rwanda par exemple. C'est un très bel exemple d'un pays qui était exsangue il y a 20 ans et qui aujourd'hui mobilise petit pays de 8 millions d'habitants qui était parmi les plus pauvres au monde, qui mobilise des capitaux à cette hauteur-là. Bon, il y a eu une volonté politique forte. Pour créer une entreprise au Rwanda, on le fait en 2 heures. Mamadou se présente aussi comme un amoureux de l'Afrique. Fils de Aladi Touré, célèbre bassiste camerounais, il voue un culte infini aux valeurs culturelles africaines. Monsieur Touré a justement mis sur pied plusieurs associations. D'Africa Tandem à Africa 2.0, en passant par Africa 2005, l'objectif est d'accélérer le développement du continent. Africa 2.0, c'est une communauté qui rassemble 600 jeunes leaders, donc beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de conseillers au président, beaucoup de jeunes aussi de la société civile. On existe depuis 5 ans, on est présent dans 35 pays. Notre board, Advisory Board, donc on a président Obasanjo, qui est le chairman de l'Advisory Board. On a aussi président Chissano, qui est l'ancien président du Mozambique. On a Jesse Jackson. On a des grands leaders business comme le CEO de DHL. Aussi, on est en train de discuter grâce à Machel, Madame Mandela, donc, pour qu'elle rejoigne le board. Donc on a vraiment ce collectif de leaders business et politiques très influents à l'échelle non seulement africaine mais mondiale, qui nous appuient et nous aident à nous étendre de cette manière-là. Donc on était invité au G20 où on a fait des recommandations, notamment sur un emprunt obligatoire auquel la diaspora souscrirait. Le G20 a endossé cette recommandation d'Africa 2.0. On a fait aussi une recommandation sur les bourses régionales de matières premières qui a été endossée par le G20. Et on a ces concours de création d'entreprises, Startup Africa, où on crée des écosystèmes pour des entrepreneurs. Donc Africa 2.0 aujourd'hui, c'est des sponsors comme CNN, comme General Electric, comme Bolloré, comme Dangote Group, comme Tony Elumelu, qui sont nos partenaires et qui nous accompagnent, comme MTN aussi, comme OCP au Maroc. Cet aspect des solutions financières, amateur de musique, de philosophie et d'histoire, a exploré durant sa carrière les secteurs d'activité divers et variés. Des industries minières à l'énergie électrique, en passant par les médias, l'agro-industrie et les télécommunications, Mamadou continue passionnément à apporter des solutions innovantes pour une Afrique émergente. Retour en plateau avec le professeur Rosetta Fagnan-Fosso. Nous venons de voir le portrait de ce jeune Camerounais d'à peine 40 ans. Mamadou Touré a été classé par le très sérieux réputé magazine Forbes parmi les 10 acteurs les plus importants de la place financière internationale. Professeur Rosetta Fagnan-Fosso, je ne voulais pas corrompre votre avis, c'est pour ça que je vous ai parlé de tous ces éléments avant que vous ne découvriez ce reportage. Oui. Il est dans un segment assez original. Oui, je pense que d'abord on a besoin de Camerounais de cette nature, de Camerounais aussi pétillants. On a besoin que notre vivier de personnes innovantes augmente et je pense que cette personne fait partie de ce vivier. Nous ne pouvons qu'encourager cela. Je pense qu'il a une activité intéressante parce que nous sommes à la recherche en fait de ce qu'on évoque depuis quelques années, les financements alternatifs, notamment pour les entreprises. Au-delà du financement bancaire classique ou même de la microfinance, financement familial, etc. La question du capital investissement, capital développement, capital le financement du haut du bilan, etc. est une question extrêmement importante et je pense que
le jeune homme d'affaires, chef d'entreprise, combien de voir, s'inscrit dans cette logique-là. Nous avons besoin que le type de financement qu'il porte, le capital investissement, le private equity, comme on dit, le financement du haut du bilan, le crédit bail, et tout le monde a bien vu les efforts qui ont été faits récemment au Cameroun, notamment avec cette cagnotte de 5 milliards qui a été mise à la disposition des chefs d'entreprise pour aider précisément à porter cette manière de financer l'entreprise. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et ce jeune homme devrait être encouragé par tout le monde, par toutes les volontés, à continuer l'œuvre qu'il est en train de... Et je suis heureux que le magazine Forbes, qui est très sérieux, ait pu constater que c'est quelqu'un qui compte, et nous espérons qu'il comptera, et qu'il y en aura encore comme ça des Camerounais qui compteront dans le microcosme africain et voire mondial. Alors, notre magazine se voudrait utile, lui également. Vous avez vu ces cas pratiques que nous venons de prendre pour illustrer les universités du JICAM, un concept dans lequel vous intervenez au niveau du patronat, que vous accompagnez pour rendre les entreprises plus performantes. Les managers également doivent connaître tous les outils qui peuvent les aider à être donc plus compétitifs, à être de bons managers. Les systèmes de gestion de performance individuelle, c'est un thème, c'est une thématique, une problématique même qu'ils doivent maîtriser. Professeur Rosetta Fagnan-Fosso, nous également nous prenons le pari dans cette émission d'outiller les chefs d'entreprise, d'outiller les managers. Et là, nous avons une rubrique bien baptisée Management, dans laquelle nous essayons de partager quelques bonnes pratiques, quelques astuces, des outils de coaching pour vous aider, vous qui êtes chef d'entreprise, à être donc de bons managers dans vos entreprises. Pour cette édition de stratégie, la problématique est celle des systèmes de gestion des performances individuelles. Et c'est Dieudonné Tsetsueux, directeur général de Panes Conseil, que vous connaissez bien. Que je connais bien, oui, tout à fait. Puisqu'il est membre du CREG. Il est membre du CREG, oui. Dieudonné Tsetsueux nous parle donc dans la rubrique Management des systèmes de gestion des performances individuelles. Bonsoir chers téléspectateurs, je suis Dieudonné Tsetsueux, directeur général de Panes Conseil et par ailleurs expert en gestion des performances, coach d'El Carnegie sur le Cameroun et l'Afrique centrale. Donc ce soir, nous allons parler très brièvement du système de gestion de performance. Alors le système de gestion de performance, c'est quoi? C'est un ensemble d'outils et de méthodes qui permet à vos entreprises de pouvoir améliorer leur performance de façon durable et soutenue et d'assurer la pérennité à travers les générations. Et quand nous parlons de performance, en fait, nous avons à peu près 4 facteurs et les 4 facteurs évoluent dans un environnement qui lui-même est changeant à tel point qu'aujourd'hui, quand on parle de performance, c'est dans la vitesse. Donc, l'équilibre, elle se veut dynamique. Et dans cet environnement-là, on va demander aux gens chaque jour de faire plus, on va leur demander de faire mieux, on va leur demander de faire vite, mais en retour, on va leur donner moins de ressources. Et c'est dans cet environnement-là que les entreprises doivent être performantes ou ne pas l'être. Et donc, les entreprises aujourd'hui sont confrontées à un défi qui est celui de répondre à 4 questions. La première question, c'est comment assurer de façon durable et soutenue l'atteinte des objectifs de l'organisation en utilisant le minimum de ressources. Deuxième question, comment obtenir de chaque collaborateur un niveau de performance exceptionnel en l'impliquant, en le motivant, en activant ses capacités de créativité. La troisième question également, c'est celle de savoir comment on peut fusionner les performances individuelles en une sorte de dynamique collective qui permet à tout le monde de regarder la même direction et d'atteindre les mêmes objectifs. Et la dernière problématique qui est la plus importante aujourd'hui, c'est justement comment pérenniser le fonctionnement et les performances pour permettre à nos organisations africaines de survivre à leurs promoteurs. Notre solution que nous présentons, c'est un ensemble d'outils justement qui va permettre aux entreprises non seulement de répondre aux 4 questions, mais d'être véritablement performantes et devenir de véritables moteurs de développement. Donc, sont un outil très adapté aux entreprises publiques, aux entreprises privées, aux organisations internationales. Alors, je m'en vais très rapidement le présenter. Nous avons un modèle qui comprend 4 éléments. Le cap, le corps, l'âme et la méthode. Vous savez qu'on ne parle de performance que lorsqu'on a bien défini là où on veut aller. Et une fois qu'on a défini là où on veut aller, il faut disposer d'outils. Et en matière de management, on a des outils pour le faire. Troisième élément, on ne parlera jamais de management sans homme. C'est pour ça qu'on va s'intéresser à l'âme. Mais il ne s'agit pas d'homme en termes de nombre de personnes, tout simplement. Il s'agit
de personnes qui disposent de méthodes et d'outils pour atteindre les objectifs. Mais les outils à eux seuls, avec un cap, ne peuvent pas vous permettre d'atteindre les objectifs. Et c'est la raison pour laquelle il faut poser la problématique de l'âme du système, c'est-à-dire les hommes. Donc ici, quand nous parlons d'hommes, on parle d'êtres humains qui sont dotés d'une certaine potentialité en termes de compétences. Et c'est la raison pour laquelle hommes, système et méthodes sont absolument utiles pour pouvoir atteindre le cap. Et pour le faire donc, nous avons une grille de 5 questions clés. Première question, où allons-nous? Et comment est-ce que les entreprises adressent la question où allons-nous? Elles doivent décrire un ensemble d'éléments dont la mission, la vision, les valeurs, les objectifs stratégiques, le plan d'action et le budget. Ce n'est qu'une définition de ce qu'on veut atteindre. Deuxième question maintenant, quel est mon rôle dans le système? Le premier outil, c'est un organigramme de structure, un bon organigramme bien fait. Deuxième, c'est la description de pose en termes de résultats. Troisième, c'est le tableau de répartition de responsabilités. Nous aurons ensuite les procédures et surtout les objectifs individuels. À la troisième question, suis-je capable de le faire? Il s'agit de documenter les compétences, d'exploiter le potentiel, de motiver, d'exercer un bon leadership, de mobiliser les ressources, de mettre à la disposition des collaborateurs et surtout de les développer parce que le temps changeant, les compétences changent aussi. La quatrième question, non moins importante, qui concerne le pilotage, c'est comment suivre, enregistrer, coordonner et évaluer les performances des collaborateurs. Et pour cela, vous avez besoin d'outils de suivi, d'outils d'évaluation, d'entretien d'évaluation, des systèmes et d'outils de régulation et d'amélioration des performances. Et la dernière question, c'est celle portant sur la rétribution. Comment allez-vous reconnaître et encourager les personnes qui ont fait preuve de performance exceptionnelle? En d'autres termes, chers téléspectateurs, si vous êtes gestionnaire, cadre d'une entreprise, promoteur, et que vous avez besoin d'avoir une entreprise performante, pérenne, vous aurez besoin de mettre sur pied les 6 sous-systèmes de gestion. Vous avez donc un sous-système de planification, un sous-système d'organisation, un sous-système de supervision, un sous-système d'évaluation, un sous-système de développement des compétences et un sous-système de rétribution. L'ensemble de ces éléments est donc géré par ce qu'on appelle des leaders à l'intérieur du système et c'est donc l'âme dont on parlait. Nous venons là de présenter très brièvement l'ensemble des outils qu'on doit mettre en place. Alors, à la prochaine étape, nous allons parler de l'âme du système. Et on va essentiellement s'interroger aux leaders. Les leaders sans lesquels aucun système ne peut atteindre ses objectifs. Et à cette occasion, nous vous parlerons du programme que nous avons lancé avec Dale Carnegie et l'Université catholique d'Afrique centrale sur le parcours de formation des leaders africains. Professeur Tafak, dans Fosso, les systèmes de gestion de performance individuelle, vous les connaissez? C'est un outil, c'est des outils essentiels pour vous, pour les managers? Oui, c'est des outils essentiels. Je suis heureux de retrouver Dieudonné, qui effectivement est membre du cercle des réflexions économiques du GICAM, avec qui je travaille de temps en temps, et qui est donc un expert sur cette question. Oui, c'est des outils extrêmement importants. Il faut que l'on comprenne que la seule richesse, en fait, autour de laquelle converge tout ce qu'on peut faire, c'est le capital humain, ce sont les hommes. Que ce soit au niveau d'un État, au niveau des entreprises, au niveau d'une institution, au niveau de tout, c'est l'homme. Quel que soit le concept qu'on veut mettre en place, c'est l'homme. Donc pour revenir aux universités du GICAM, pour ces quatrièmes assises, oui, l'innovation c'est l'homme. L'offensivité, c'est l'homme. On ne peut rien sans la ressource humaine, et donc une ressource humaine de qualité. Il faut la former, il faut l'encadrer, il faut l'accompagner, il faut la motiver, il faut l'inciter. Et une telle ressource humaine est une ressource humaine performante et qui permet donc que les choses avancent. Je pense que la question, ces outils sont importants, pas seulement pour l'entreprise, je répète. Si vous regardez bien ce qui se passe, quelle que soit l'institution, hein, on voit bien que les sessions de formation, les sessions de renforcement de capacité, on s'est bien rendu compte que quel que soit ce qu'on veut faire, si la ressource humaine qui est à pied d'œuvre n'est pas qualifiée, motivée, incitée, formée et bien formée, il y a des chances qu'on court à l'échec. On espère que l'échec n'est pas à l'ordre du jour au sein des entreprises. Mais non. Au contraire, je pense qu'elle se débrouille assez bien. Merci de nous rassurer, professeur Tafak. Nous allons vers le terme de cette émission. Avant de vous dire au revoir, je vous invite à suivre avec nous la revue économique du mois, puisque tout le monde ne peut pas aller en kiosque et voir ce qui a été dit, mais surtout pour relever quelques actualités majeures. C'est Anissé Simo qui était en kiosque et voici la revue de la presse économique qu'il nous propose.
Vous faites bien de regarder Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Nous vous invitons à présent à feuilleter avec nous les pages colorées de la presse économique de ce mois de juillet 2015. Nos premières pages s'ouvrent avec le magazine des économies et des entreprises émergentes, Afrique Méditerranée Business. Dans son 9e numéro, AMB fait un retour à la terre dans un important dossier consacré à l'agro-industrie. Le journal constate que pendant que la malnutrition diminue, l'agro-business se développe et les exportations augmentent. Alors, l'Afrique serait-elle en marche vers l'autosuffisance alimentaire, se demande le journal. AMB, dans ce numéro de juillet, revisite les défis actuels dans une enquête au cœur des enjeux essentiels de plusieurs pays du continent. Ici, sécurité et souveraineté alimentaire sont les maîtres mots. Entre 1990 et 2014 par exemple, le journal révèle que la prévalence de la malnutrition est passée de 33% à 22% en Afrique subsaharienne. Les investissements quant à eux sont en nette progression dans le secteur, notamment grâce aux stratégies offensives des entreprises. C'est le cas du mastodonte suisse Nestlé, déjà présent dans la filière cacao en Côte d'Ivoire, qui annonce un investissement de près de 140 millions de dollars en Égypte. Le groupe nigérien Dangote, qui pèse aujourd'hui 3 milliards de dollars et emploie 20 000 personnes, dont la filière n'est pas en reste. Pour compléter ce dossier sur l'agro-industrie en Afrique, Afrique Méditerranée Business fait également une incursion au cœur des innovations stratégiques telles que le numérique pour des applications destinées aux agriculteurs, la biotechnologie avec des semences transgéniques pour une révolution verte. Toujours dans cette 9e parution, une page verte s'offre au Cameroun avec le secteur agricole qui génère 20% du PIB et emploie près de 60% de la population active. Pour moderniser ce secteur et assurer sa participation à l'émergence du Cameroun, le journal annonce le lancement d'un plan d'investissement d'envergure. De l'émergence, parlons-en. Dans son tout premier numéro, Émergence Afrique, le magazine de l'Afrique dynamique vous invite à un voyage d'affaires, mais aussi de loisirs, en cette période de vacances au cœur du pays des 1000 collines. Dans sa stratégie de développement, le journal annonce que le Rwanda a choisi le tourisme comme levier principal de son économie. Dans une balade au cœur de ses réserves touristiques, Émergence Afrique nous renseigne par exemple qu'en 2013, le pays a reçu 1 137 000 visiteurs contre 44 000 seulement en 2008. Cette hausse a généré 294 millions de dollars en 2013 et constitue la deuxième source de revenus du pays. L'objectif du gouvernement rwandais est d'accroître les visites de 10% par an et les recettes de 25% d'ici à 2020. Du tourisme au commerce, Europe-Afrique, Jeune Afrique Économie, 400e numéro des mois de juin et de juillet 2015, a réalisé pour vous une enquête au cœur du rayon des rapports commerciaux entre les deux continents. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Les deux géants réalisent ensemble près de 500 milliards de dollars d'échanges chaque année. Jeune Afrique Économie présente ici les grandes lignes d'un volumineux rapport intitulé « L'Union européenne et l'Afrique, le G80 ». Tout d'horizon des locomotives des continents africains et européens et des pays par lesquels passeront la croissance de demain et l'émergence de l'Afrique. Ce rapport nous révèle qu'en 2013, l'Espagne était le premier client de l'Afrique et la France son premier fournisseur. Pendant la même période, l'Algérie était le principal fournisseur de produits et services à l'Union européenne et l'Afrique du Sud le premier client des pays européens. Pour étayer ces affirmations, Jeune Afrique Économie publie des tableaux de classification qui représentent les 10 premiers clients européens de l'Afrique et les 10 premiers exportateurs africains vers l'Union européenne. Si vous n'avez pas feuilleté l'édition du mois de juin du magazine Forbes Afrique, alors vous avez loupé le top 30 des moins de 30 ans. Ces jeunes représentent l'avenir du continent. Ils font bouger les lignes dans leur secteur d'activité. Nés dans l'univers du numérique ou passionnés par l'innovation et l'entrepreneuriat, ces jeunes sont autant présents à des postes de responsabilité dans les multinationales, dans la banque, la finance, l'industrie et le commerce que dans la création d'entreprises, la culture ou le sport. Au hit parade de ce classement, Candace Scott-Bissek, 31 ans et country manager de Kemu au Cameroun, est à la première place. Elle est suivie de la Marocaine Rania Belkaya, 25 ans et présidente d'Afrimarket. Vous y retrouverez d'autres jeunes Camerounais à l'instar de Olivier Madiba, 29 ans, fondateur de Kiro Games, premier studio professionnel de jeux vidéo d'Afrique francophone, ou encore Atuzan, 27 ans, inventeur du Cardiopad. Tous ces jeunes dévoilent dans le 25e numéro de Forbes Afrique les secrets et astuces de leur réussite.
Des astuces et conseils pratiques pour managers, vous les retrouverez également dans Management. Quelques exemples, vous voulez recadrer votre boss sans vous faire descendre, vous rêvez de lui répondre du tac au tac ou de le secouer comme un prunier. Management vous offre 5 stratégies plus subtiles et moins risquées pour lui faire entendre raison. Pour le journal des managers, avoir un point de vue différent de celui de son boss est sain, car la complémentarité est a priori bénéfique pour une équipe. D'autres conseils et astuces, retrouvez-les dans Management de ce mois de juillet en kiosque, comme toutes les autres parutions économiques. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre revue de la presse économique. Nous sommes parvenus ainsi au terme de cette émission du magazine Stratégie. Professeur Rosetta Fagnan-Fosso, merci d'avoir accepté d'échanger avec nous autour de ces questions liées à la création d'une banque des PME au Cameroun, à l'université du JICAM, et dois-je le rappeler, à la performance, mais précisément à l'offensivité souhaitée pour les entreprises et bien d'autres sujets. Nous serions tout rappelés en concluant. C'est une émission qui a épousé vos attentes? Oui, c'est une émission qui a épousé mes attentes et je suis très heureux d'avoir été invité par vos soins. Si vous le permettez, je voudrais saisir l'opportunité de votre plateau pour exprimer toute ma sympathie et l'expression de la compassion de la République vis-à-vis de l'attentat qui a frappé l'extrême nord de notre pays. Nous avons été atteints fortement dans un marché, nous avons perdu des vies humaines, simplement des gens qui vaquaient à leurs occupations normalement. Ils ont été lâchement assassinés par un groupuscule derrière lequel nous sommes tous mobilisés. C'est un moment de cohésion nationale, c'est un moment important où tout le monde dans notre pays doit se mobiliser comme un seul homme pour défendre les couleurs nationales, pour défendre la vie de nos citoyens, pour défendre la sécurité. Et c'est un moment de fraternité, où nous devrons tous, comme un seul homme, rester soudés derrière les gouvernants qui font tout ce qu'ils peuvent pour que paix et sécurité règnent dans notre pays. Je pense que nous devons nous incliner tous devant les dépouilles et présenter aux familles éprouvées l'expression vraiment de notre sympathie. Nous avons, nous également, pendant que nous préparions cette émission et même pendant ce tournage, professeur Rosetta Fagnan-Fosso, à l'esprit ces populations de l'extrême nord, mais effectivement de tout le Cameroun. Et vous nous donnez également l'occasion de dire ici toutes nos condoléances à ceux qui sont attristés et souhaiter que le Cameroun ne vive plus de tels malheurs. Je dois dire pour nos téléspectateurs qui nous regardent que nous sommes bien au lendemain de ces attentats et que la preuve que le Cameroun reste debout, c'est que nous avons également choisi de continuer en ayant une pensée pour tous ceux qui sont au front. Et merci surtout à nos forces de l'ordre, grâce auxquelles nous pouvons, nous, continuer à travailler ici. Merci encore à vous, professeur Rosetta Fagnan-Fosso. C'est moi qui vous remercie. Bon retour à l'université de Yaoundé 2 à Soa, où vous êtes vice-recteur. Tout à fait. Bonne continuation à la présidence du cercle de réflexion économique du JICAM. Merci beaucoup. Et bien d'autres activités que nous saurions noter ici. Nous n'avons pas voulu rappeler tous les ouvrages dont vous êtes l'auteur, mais je dois dire que de ce point de vue également, il y a une littérature abondante que vous apportez sur les questions d'économie et de finances. J'essaie de contribuer comme je peux. Merci professeur. Merci. À vous tous qui avez regardé, mesdames, messieurs, bonsoir. Forgé au cœur des montagnes, au sein d'une famille de 100 frères et sœurs, il a dû batailler pour exister, pour devenir un leader. Partout où il a été, radio, télé, son étoile a brillé et a laissé une trace. Faire briller la jeunesse, il sait le faire aussi. Artisan de rêve, ce passionné est plus qu'une voix, plus qu'un visage, c'est un label. On l'appelle le président Chop Chop et c'est un master. Lutter pour devenir le meilleur, se battre pour le rester. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite.